En Guinée, la contestation ne faiblit pas. Les manifestants contre une modification de la Constitution étaient en masse dans les rues de Conakry ce jeudi. 30 000 selon la police, 1 million selon les organisateurs. Les casques bleus de la mission de l'ONU en RDC n'ont pas de mandat pour soutenir les armées voisines, a indiqué ce vendredi sa dirigeante Leila Zerougui. Ces armées préparent en effet une opération conjointe. 16 personnes au moins ont été tuées lors de manifestations cette semaine en Éthiopie contre le Premier ministre Abiy Ahmed. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi un chercheur d'Amnesty International. Un nouveau journal sur Sika. Bienvenue, bonsoir. En Guinée, la contestation ne faiblit pas. Les manifestants contre une modification de la Constitution étaient en masse dans les rues de Conakry. Ce jeudi, 30 000 personnes selon la police, 1 million selon les organisateurs. Le Front pour la défense de la Constitution, FNDC. Images et son. Une importante foule a défilé ce jeudi dans les rues de Conakry pour protester contre une modification de la Constitution qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat du président Alpha Condé. La marche autorisée s'est déroulée sans heurts. Les motos pétarades en tête de cortège suivies d'une impressionnante foule colorée de rouge en signe de colère et de révolte. Il serait environ 1 million selon les organisateurs, 30 000 selon un communiqué officiel du gouvernement et 500 000 tout au plus selon une source sécuritaire. On va reconnaître que la Guinée s'est exprimée dans sa diversité politique, sociale et ethnique. Toute la Guinée est là aujourd'hui pour dire non au troisième mandat. Il faut s'en réjouir. Il faut se réjouir aussi du caractère pacifique de la manifestation. Les Guinéens ont montré qu'ils ne sont pas violents. Alpha Condé doit partir en 2020. Il a fait 2 mandats. Après ces deux mandats, il doit s'en aller. Le peuple de Guinée a besoin de quelqu'un d'autre. Lui, il a lutté plus de 40 ans pour restaurer la démocratie en Guinée. Et aujourd'hui, c'est lui qui se trouve au pouvoir. Il emprisonne des personnes qui luttent pour qu'on défende, pour qu'on sauve les lois de la République. Nous sommes contre la modification de la Constitution. Nous sommes contre le pouvoir à vie. Nous sommes contre la corruption. Nous sommes contre la mauvaise gouvernance. Nous sommes là aujourd'hui pour manifester notre colère. Parce que l'FNDC a lancé un appel solennel à tous ses militants. Je suis venu manifester contre un troisième mandat parce que nous avons ras-le-bol. Il faut que ce président dégage maintenant parce que le peuple est fatigué de lui. 10 ans, ça suffit. Après 10 ans, après 40 ans de combat, nous sommes fatigués. Nous disons qu'il est temps de s'en aller. L'esplanade du stade du 28 septembre, le point d'arrivée est noir de monde. Le pari semble réussi pour le FNDC, dont les principaux leaders issus de la société civile ont été condamnés à de la prison ferme ce mardi et dont les manifestants réclament également la libération. Tous appellent à poursuivre la mobilisation la semaine prochaine. Et puis 16 personnes au moins ont été tuées lors de manifestations de cette semaine en Éthiopie contre le Premier ministre et prix Nobel de la paix Abiy Ahmed. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi un chercheur d'Amnesty International. Les détails. À ce stade, nous avons 16 morts confirmés, mais leur nombre doit être supérieur car de nouvelles informations circulent qui restent à confirmer, a déclaré Fissika Tekle. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur des manifestants lors des violences, mais celles-ci prennent de plus en plus la forme d'affrontements sur des bases ethniques et religieuses, a-t-il ajouté. Certains ont été tués à coups de bâton, de machettes, des maisons ont été incendiées. Les violences, dont un précédent bilan s'établissait à 4 morts et des dizaines de blessés mercredi, ont éclaté dans la capitale Addis Abeba et dans la région d'Oromia après qu'un dirigeant de l'ethnie Oromo, la plus importante du pays, ait accusé les forces de sécurité d'avoir tenté d'organiser une attaque contre sa personne. Jawa Mohamed, fondateur du média d'opposition Oromia Media Network, basé aux États-Unis et rentré en août dernier, est un ancien allié du Premier ministre, réformateur Abiy Ahmed, lui-même un Oromo.
Mais les relations entre les deux hommes se sont récemment détériorées, Jawar Mohamed ayant critiqué publiquement plusieurs réformes d'Abiy Ahmed qui viennent d'être récompensées par le prix Nobel de paix. Les troubles illustrent les divisions au sein de l'ethnie Oromo qui pourraient affaiblir le soutien à Abiy Ahmed à l'approche des élections prévues en mai prochain. Jawar a appelé ce jeudi au calme tout en accusant les autorités d'alimenter l'instabilité. Il est accusé par ses détracteurs d'inciter à la haine ethnique et de n'avoir pour but que de déstabiliser le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec 110 millions d'habitants. Reporters sans frontières a exigé ce jeudi la libération de 4 journalistes burundais et de leurs chauffeurs. Ces derniers ont été arrêtés 2 jours plus tôt par la police au Burundi. La police était face à la presse. 4 journalistes burundais qui travaillaient pour Iwaku, l'un des derniers médias indépendants du Burundi, ont été arrêtés dans la province de Bubanza, dans l'ouest, alors qu'ils couvraient l'incursion meurtrière de rebelles burundais venus de la République démocratique du Congo voisine. Au moins 14 rebelles du groupe burundais Red Tabara, basés dans l'est de la RDC, ont été tués lors de cette attaque, la première depuis 2017, selon la police burundaise. Ce jeudi, le porte-parole adjoint de la police n'a pas voulu révéler le motif de leur arrestation en invoquant le secret de l'instruction. Mais il a par ailleurs déclaré que des enquêtes vont être menées. Et pour le cas de vos collègues journalistes du journal Iwachu, ils sont à Bubanza, au commissariat provincial de Bubanza. Des enquêtes sont être amenées sur eux. Et vous savez très bien que de telles enquêtes, en matière d'enquête préliminaire et judiciaire, ce sont des enquêtes qui se font discrètement. Et attendons alors la fin des enquêtes. Et au moment voulu, si jamais les faits qui les sont reprochés ne seront pas prouvés, ils seront relâchés. Et au cas contraire, ils seront transmis aux instances habilitées, au ministère public et à la justice. Le gouvernement burundais et de nombreux diplomates estiment que le groupe burundais Red Tabara est dirigé par l'un des plus farouches opposants au régime burundais, Alexis Sidouiye, ce que l'intéressé a toujours nié. Selon Reporters sans frontières qui demandent leur libération, les 4 journalistes et leurs chauffeurs ont été arrêtés alors qu'ils étaient en train de recueillir des témoignages d'habitants qui fuyaient les combats. Ils sont depuis détenus au commissariat provincial de Bubanza. La police les soupçonne d'avoir été prévenus à l'avance de l'attaque, selon une source des services de sécurité. Dans un communiqué publié ce mercredi, Human Rights Watch a également exigé la libération immédiate des journalistes. Mokgweetsi Masisi, le président sortant du Botswana, a été élu pour 5 ans à l'issue du scrutin mercredi 23 octobre. Son parti, actuellement au pouvoir, a remporté la majorité au Parlement. Plus de précisions à travers cet élément. Conformément à la tradition, le président sortant du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a été déclaré vainqueur dès la confirmation que son parti avait remporté 29 des 57 sièges du Parlement. Le Parti démocratique du Botswana qui le porte avait obtenu la majorité absolue des 57 sièges du Parlement. Mokgweetsi Masisi a accédé à la présidence du Botswana en avril 2018 après la démission de son prédécesseur Yann Kama, conformément à la constitution du pays qui limite à 10 ans maximum le mandat des chefs d'État. À la tête du pays depuis son indépendance en 1966, le parti du président sortant était pour la première fois menacé de perdre sa majorité au Parlement lors du scrutin de ce mercredi à cause d'une fronde lancée par son prédécesseur. Quelques mois après sa retraite, Yann Kama a reproché à son successeur de revenir sur certaines de ses décisions emblématiques, comme l'interdiction de la chasse aux éléphants sauvages, et l'a accusé de dérive autoritaire. Yann Kama a claqué la porte du BDP, a créé un nouveau parti qui a présenté des candidats aux législatives et appelé à voter pour l'opposition. Cette dissidence a fragilisé la position du parti au pouvoir. Ce vendredi, aucun des partis en course n'a réagi immédiatement à la victoire annoncée de Mokgweetsi Masisi. Par ailleurs, le dépouillement des suffrages se poursuivait dans des circonscriptions législatives dont les résultats n'ont pas encore été confirmés par la commission électorale. Ces résultats devaient être rendus publics plus tard dans la journée.
Je l'annonçais en titre, les casques bleus de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, MONUSCO, n'ont pas de mandat pour soutenir les armées voisines. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi sa dirigeante Leila Zerougui. Des propos qui interviennent alors que ces armées se préparent à neutraliser les groupes armés actifs dans cette zone du pays. Notre mandat aujourd'hui, c'est de soutenir l'armée congolaise. On n'a pas de mandat pour soutenir les forces étrangères qui viennent en République démocratique du Congo. Notre mandat, c'est d'appuyer l'armée congolaise, a déclaré Leila Zerougui sur Okapi, la radio de l'ONU. La meilleure façon de protéger les populations civiles est de ramener l'autorité de l'État, de ramener la justice, la police et l'armée, en veillant que chacun soit soumis aux règles de respect de la personne et de rendre compte en cas de bêtises, a-t-elle expliqué. Les chefs des armées de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie et de l'Ouganda se concertent depuis ce jeudi à Goma dans le Nord Kivu pour mutualiser leurs efforts afin de neutraliser des dizaines de groupes armés nationaux et étrangers présents dans l'Est congolais. La MONUSCO et AFRICOM, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, participent comme invités et comme observateurs à ces travaux, a indiqué Florence Marshall, porte-parole de la mission onusienne. Présente en République démocratique du Congo depuis 25 ans, la MONUSCO comprend quelques 17 000 casques bleus pour un budget annuel de plus d'$1 milliard. C'est l'une des plus importantes missions de paix de l'ONU dans le monde. Elle soutient l'armée congolaise dans la lutte contre de nombreux groupes armés locaux et étrangers, surtout dans la partie orientale du pays. Les milices ougandaises des forces démocratiques alliées ADF, les rebelles de forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR et les rebelles burundais des forces nationales de libération FNL, ils sont considérés comme les plus actifs. Et pour finir, le Chili vivait ce jeudi sa deuxième journée d'une grève générale qui ajoute à la pression sur le président. Alors que le chef de l'État est en quête d'une issue, le pays est pris dans une crise sociale qui ne montre aucun signe d'apaisement. Les précisions. Les syndicats chiliens ont montré leurs muscles mercredi avec des dizaines de milliers de manifestants à Santiago, au Chili. Leur mobilisation s'y poursuivait jeudi pour réclamer au gouvernement de retirer des rues les militaires déployés pour la première fois depuis la fin de la dictature du général Augusto Pinochet en 1990. Sont aussi mises en cause des réponses à la pire crise sociale du pays depuis 30 ans. Ce que c'est de vivre à Plaza Nunoa, ce n'est pas la même chose que de vivre dans les zones plus périphériques de la ville. C'est-à-dire, ils répriment les gens parce qu'ils tapent sur des casseroles à des coins de rue. Dans leur rue où ils ont vécu toute leur vie, les carabiniers, les forces armées sont sortis et c'est triste. Les gens demandent ce qu'ils veulent pour leur dignité. La dignité sur différents aspects en matière d'éducation, de santé, de retraite, de transport, pour la vie de tous les jours. En réalité, tout nous affecte dans tous les aspects de la vie et maintenant, ça doit changer. Les organisations syndicales et une vingtaine d'autres mouvements ont appelé à manifester à Santiago, à quelques stations de métro du palais présidentiel de la Moneda. Pour la présidente de la Centrale unitaire des travailleurs, principale confédération syndicale du Chili, le président Piñero a polarisé le pays et accru les tensions. 18 personnes, dont un enfant, un Péruvien et un Équatorien, sont mortes depuis le 18 octobre, selon des chiffres officiels. L'explosion de colère sociale avec de violentes manifestations et des pillages a été provoquée par l'annonce d'une hausse de 3,75% du prix du ticket de métro à Santiago, mais ne s'est en rien calmée après l'annonce de la suspension de cette mesure. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.